reste évidemment pour chaque homme, et nous retrouvons là les derniers versets de notre psaume 139, reste pour chaque homme à demeurer fidèle à cette alliance, en commençant par respecter la vie de chacun de ses semblables, notamment le plus vulnérable. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, Matthieu 25, 40, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur Jésus. Le Christ est d'ailleurs celui qui répond à la perfection, à l'alliance de vie proposée par Dieu à partir du corps qu'il reçoit lui-même de Dieu, conçu de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. L'Épître aux Hébreux, nous en avons entendu la conclusion à la messe aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux présente le Christ entrant dans le monde, recevant un corps façonné par Dieu et accomplissant librement la volonté salvifique de son Père en sanctifiant ses frères par l'oblation de son corps. Quant à l'Épître aux Éphésiens, où se dit avec le plus de force le choix de Dieu qui précède tout homme dès avant la fondation du monde, pour le rendre saint et immaculé en sa présence dans l'amour, cette épître aux Éphésiens, un peu plus loin, dans le chapitre 4, les versets 7 à 16, présente le Christ remplissant cet espace cosmique dont il est question dans les premiers versets du psaume 139, remplissant les hauteurs des cieux comme la profondeur du Shéol, de sa présence salvatrice, tout en construisant son corps, qui est l'Église, dans la... Pourquoi je voudrais terminer en notant ceci. La reconnaissance de la bienveillance divine, façonnant dans le secret l'enfant porté par la femme, éclaire le mystère de l'amour de Dieu, façonnant l'Église, corps du Christ, pour amener tout homme et tous les hommes, dans l'unité de la foi, à la stature de l'homme parfait, sanctifié par l'Esprit. Je vous remercie de votre... Merci Père. Et nous pouvons donc aborder maintenant le statut éthique de l'embryon dans la réflexion innovante du magistère avec Pierre-Olivier Arduin, qui est doctorant en éthique, sciences et santé et société à l'Université d'Aix-Marseille, qui est directeur des études de la formation bioéthique du cycle de l'IPLH, l'Institut politique Léon Harmel et de la Fondation Jérôme Lejeune, et qui est responsable de la commission bioéthique et vie humaine du diocèse de Fréjus-Toulon, par lequel un certain nombre de déclarations et de publications sont arrivées, et qui s'est intéressé très tôt à la réflexion éthique et qui a publié donc en 2007 un ouvrage qui s'intitule « La bioéthique et l'embryon ». Je remercie beaucoup le père Brice de Malherbe et le docteur Jean-Paul Pérez de leur invitation, qui m'ont donné donc ce sujet, la réflexion innovante du magistère catholique récent sur le statut éthique de l'embryon humain. Alors la réflexion innovante, c'est le terme est peut-être un peu osé. Les deux piliers qui sous-tendent cet enseignement du magistère sont bien sûr l'instruction Donum Vitae du 22 février 87 et l'instruction Dignitas Personae, c'est un document exceptionnel par la pénétration de la pensée sur les questions contemporaines de bioéthique, qui lui en date du 8 septembre, qui a été rendu public le 12 décembre. Et les deux textes me semblent constituer un diptyque inséparable, Dignitas Personae ayant été élaboré, je cite, à la lumière des critères énoncés par Donum Vitae. Alors l'un de ces critères, vous le connaissez, Dignitas Personae le reprend tout de suite en disant qu'il s'agit du principe fondamental d'éthique qui va permettre de juger toutes les questions morales concernant les interventions sur l'embryon humain. Elle le reprend donc de Donum Vitae chapitre 1, le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain qui doit être traité comme une personne dès sa conception. Et Dignitas Personae précise que cette assertion a un caractère éthique et qu'elle doit être reconnue vraie par la raison et que pour cela, elle devrait être, je cite, le fondement de tout système juridique.
Alors, première remarque, vous voyez que les deux documents, à plus de 20 ans d'intervalle, avant même de se pencher sur des considérations concrètes qui sont relatives aux techniques d'assistance médicale à la procréation ou de recherche sur l'embryon, veulent identifier la vraie nature de l'embryon, fonder sa valeur, et donc le respect qui lui est dû. C'est-à-dire que les conséquences juridiques et législatives doivent découler de la valeur objective qui est reconnue à l'embryon. Et ce mouvement de pensée est exactement l'inverse de celui qui a été opéré, comme vous l'a dit Odd Mirkovic ce matin, pour rédiger nos lois de bioéthique de 1994 et 2004. Le législateur français se donne, lui, l'objectif d'encadrer différentes pratiques en refusant explicitement d'aborder la question de ce qu'est en soi l'embryon. Vous avez le rapport du Comité consultatif national d'éthique qu'il vient de rendre pour préparer les états généraux de la bioéthique, écrit « Ayant à contrôler les activités liées à l'utilisation de l'embryon, le législateur a choisi de marquer les limites de son ressort en évitant au maximum d'être tributaire de considérations philosophiques », alors ça c'est pour Thibaut Collin, ou scientifiques, et ça c'est pour le docteur Bléau. Et le Parlement, à l'époque, avait vraiment explicitement admis qu'il serait vain de chercher à définir ce statut, et s'était référé à un philosophe américain, John Rawls, en disant qu'on ne pouvait pas viser un accord public sur un sujet dans une société où il existe une pluralité de conceptions opposées et incommensurables. C'est la phrase de John Rawls. Et puis ça repose aussi, vous savez, sur ce fameux choix entre éthique de conviction et éthique de responsabilité de Max Weber, où par exemple un des rapports de la première loi de bioéthique disait « Face à l'insuffisance de la seule morale, l'homme politique fidèle à sa responsabilité sacrifiera s'il le faut ses convictions ». Et le récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques confirme cette option, il y a quelques semaines, en réaffirmant que nous ne devons pas chercher à définir ce statut pour l'embryon humain. La seconde remarque, c'est je vais vraiment m'appuyer sur la première partie de Dignitas Personae qui, comme son intitulé l'indique, mêle des considérations éthiques et anthropologiques. Et la partie théologique, c'est le père Brice de Malherbe, vous en a vraiment bien parlé. Il y a vraiment deux parcours, si vous voulez, dans cette instruction. Donc il faut arriver à les dissocier. Le premier que je vais utiliser, vraiment, c'est celui qui est écrit à la lumière de la raison, comme il est dit, de la loi naturelle. C'est Monseigneur Fisichella, quand il a présenté le texte à Rome, le nouveau président de l'Académie pontificale pour la vie, a tenu vraiment à préciser qu'il y avait toute cette série d'arguments qui ne sont pas le fruit de la foi, mais de la ratio, et que l'éthique y est ici l'expression de la recta ratio, la droite raison. Alors, en premier lieu, Dignitas Personae rappelle un point auquel personnellement je tiens énormément, c'est, donc je cite, « L'instruction Donum Vitae a démontré » le mot est fort, à démontrer la continuité du développement de l'être humain sur la base de solides connaissances scientifiques. Et en effet, Donum Vitae intègre dans son raisonnement une argumentation de type scientifique. C'est là que se trouve, selon moi, un des aspects les plus saisissants de cette première instruction. Alors, ils reprennent justement cette citation de la Congrégation pour la doctrine de la foi en disant « Nous connaissons les discussions actuelles sur le commencement de la vie humaine, sur l'individualité de l'être humain et sur l'identité de la personne. Et nous rappelons que dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que dès le premier instant se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme, 7 hommes individuels avec ses notes caractéristiques bien déterminées. Dès la fécondation est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est quand même cette prise en considération dans un document ecclésial d'ordre doctrinal de ce que nous apprend finalement la génétique. L'autonomie individuelle du jeune embryon est d'emblée affirmée, et ce en s'appuyant sur son organisation génomique radicalement unique. Donc le magistère n'hésite pas à intégrer dans son argumentation des faits reconnus
par la biologie du développement embryonnaire la plus pointue. Vous avez la suite d'ailleurs du texte qui dit « Cette doctrine est confirmée, s'il en était besoin, par les récentes acquisitions de la biologie humaine qui reconnaît que dans le zygote dérivant de la fécondation, s'est déjà constituée l'identité biologique d'un nouvel individu humain. » Donc le zygote, pour l'Église, c'est très précisément et sans aucun doute possible le point de l'espace et du temps où un individu humain commence son propre cycle vital.